Hazırandayız. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, nouvelle séance du Conseil des ministres, nouvel échec, aucune percée significative n'a été enregistrée, surtout dans les dossiers des nominations sécuritaires et des déchets. Réunion mensuelle des évêques maronites, les prélats mettent en garde contre une chute de la République alors que le pays est sans président depuis plus de 14 mois. Et c'est une première, un extrémiste juif placé en détention administrative pour 6 mois sans inculpation ni jugement à la suite de l'affaire du bébé palestinien brûlé vif. Et la Russie veut gagner la bataille de l'Arctique. 15 ans après une première tentative, Moscou revendique encore la souveraineté sur une partie de cette région qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures. Je vous le disais en titre, une nouvelle séance du Conseil des ministres sans percée sur aucun des dossiers brûlants, à savoir les nominations aux postes sécuritaires et la crise des déchets. Une des options étudiées par l'exécutif est celle de l'exportation des déchets à l'étranger. Après près de 3 heures de discussion, le Premier ministre Salam a levé la séance. Une prochaine réunion est prévue jeudi prochain. Avec nous en plateau, Haïfa El Abadi de l'ONG Green Line. Bonsoir Madame El Abadi. Bonsoir. Alors, quel bilan dressez-vous après 3 semaines de crise sur la gestion justement par le gouvernement du problème des déchets au Liban, à Beyrouth et au Mont-Liban plus particulièrement? Depuis une quinzaine de jours, le gouvernement a montré qu'il avait été incapable d'une réflexion de long terme. La décharge de Narmé, le contrat devait déjà expirer depuis longtemps. Et depuis une quinzaine de jours, on voit donc des décharges d'urgence qui ont été aménagées et qui arrivent bientôt, enfin leur capacité maximale arrive bientôt, bientôt maximale, pardon. Et en plus, il y a des déchets qui sont déversés dans les rivières et dans les carrières. Donc une crise écologique grave qui peut arriver dans les prochains jours. Quant à l'option d'exporter les déchets que vous avez abordés, c'est une solution qui paraît assez insensée, elle est très coûteuse et en plus elle nécessite une préparation. Les pays qui sont prêts à accueillir les déchets n'acceptent pas tout type de déchets. Il faut que les déchets organiques et dangereux soient enlevés de ces déchets-là, donc ce qui nécessite dans tous les cas un tri et une zone où on peut trier ces déchets, et ce qui est en fait le problème, ce dont on manque en ce moment. Et concrètement, sur le terrain, dans certaines régions, les poubelles, en tout cas, s'accumulent, même si à Beyrouth, en tout cas, le paysage qu'on voyait il y a quelques jours, quelques semaines, a changé. Mais concrètement, le problème existe toujours. À votre avis, est-ce que, justement, peut-on envisager éventuellement la réouverture de la décharge de Narmé pour quelques mois avant, justement, de trouver une solution plus concrète à la crise ? Le problème, c'est qu'actuellement, plus aucun habitant ne croira en cette ouverture qui est provisoire. Ça fait tellement d'années que le gouvernement promet de fermer bientôt la décharge que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment possible d'ouvrir cette décharge. Les autres décharges, malheureusement, arrivent aussi à saturation vers Carantina et les autres. La seule solution serait de revenir à un tri à la source, de trier et d'enlever tous les déchets organiques qui représentent une bonne partie des déchets, plus de 50% au Liban, qui permettrait de réduire de beaucoup les déchets. Les autres déchets pourraient ensuite être revendus aux entreprises pour le plastique, le papier, etc. Et à votre avis, est-ce que la population libanaise va suivre? Est-ce que vous pensez que, justement, peut-on placer ce genre d'habitude, justement, éduquer justement les citoyens à une telle mesure? C'est vrai que c'est l'argument principal que les politiciens disent, que la population n'est pas prête. C'est sûr que ça prend du temps, même dans les pays qui ont lancé ça il y a une dizaine d'années, genre en Allemagne par exemple, 60% des déchets sont triés, donc c'est pas encore une intégralité. Mais pour autant, je pense qu'en ce moment, vu la situation, les habitants le feront, la situation d'urgence. Je pense que les gens s'y mettront parce qu'ils sont directement touchés par ce problème, et on voit que les manifestations et beaucoup d'initiatives ont été prises déjà au niveau des habitants et des municipalités. Donc pourquoi pas lancer, mais c'est vrai qu'il faut une
une vraie campagne qui se mette en place là-dessus en étant sûr qu'il y ait une communication derrière, quoi. Haifa El Abati de Green Line, justement l'ONG, merci d'être venu sur notre plateau pour parler justement de cette crise des déchets qui s'installe dans la durée. Merci. Dans le reste de l'actualité, ce mercredi, c'était la réunion mensuelle des évêques maronites. Les prélats se sont une nouvelle fois dit inquiets de la prolongation de la vacance à la présidence, mettant en garde contre une chute de la République. Dans un communiqué, les évêques ont appelé les blocs parlementaires à présenter leurs candidats en vue de l'élection d'un chef de l'État. Rendez-vous donc le 12 août prochain au Parlement. Barack Obama va à nouveau défendre ce mercredi l'accord signé avec l'Iran sur son programme nucléaire. Le président américain doit s'exprimer devant l'université de Washington pour tenter à nouveau de convaincre les parlementaires américains réticents à cette entente. Des bombes tomberont sur Tel Aviv si l'accord avec l'Iran n'est pas appliqué, a déjà déclaré Obama. Un discours indirectement dirigé également vers Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien violemment opposé à un quelconque accord avec Téhéran. Pour Obama, le rejet de l'accord sur le nucléaire iranien serait une erreur historique. Un événement rarissime en Israël, le ministre de la Défense a ordonné le placement en détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation ni jugement, d'un extrémiste juif à la suite de l'affaire du bébé palestinien brûlé vif. 2 autres activistes radicaux ont été interpellés. Georges Ledric. Malgré son arrestation, Meir Ettinger est tout sourire. La police le soupçonne de crime nationaliste, mais son implication dans l'incendie mortel d'un foyer palestinien n'a pour l'instant pas été prouvée. Il sera détenu jusqu'à dimanche. 2 autres Israéliens ont été arrêtés, dont Mordechai Meyer, qui sera détenu pendant 6 mois, sans procès. Il est le premier Israélien à subir cette procédure. Une condamnation très symbolique pour le gouvernement israélien, accusé de complaisance face aux ultranationalistes juifs. Nous allons combattre le terrorisme juif sans faire de compromis. Le cabinet a pris d'importantes décisions. Cela inclut ma recommandation de conduire le processus radical de détention administrative. Décriée, cette procédure est surtout utilisée contre des Palestiniens suspectés de terrorisme. 379 attendent toujours leur procès. L'arrestation de Meir Ettinger, elle, est également symbolique. Il est aussi le petit-fils de Meir Khan, le fondateur d'un mouvement raciste anti-arabe, assassiné à New York en 1990. Comme son grand-père, il réclame l'expulsion d'Israël de tous les chrétiens et des Arabes. Son mouvement est soupçonné de harcèlement systématique contre les populations. Ils utilisent ces incendies pour terroriser les résidents et leur faire quitter leurs terres, mais cela provoque l'effet inverse. Cela les rapproche et ils sont encore plus liés à leurs terres que jamais. Si les attaques se résumaient surtout à des actes de vandalisme, elles ont franchi un nouveau cap vendredi dernier. Un bébé palestinien de 18 mois a trouvé la mort dans l'incendie criminel de sa maison. Des menaces ont également été proférées sur les réseaux sociaux contre le président Reuven Rivlin qui a fermement condamné l'attentat. Au retour de la pause, Mousson en Inde, plus de 20 morts dans un accident de train. Au retour sur le plateau de l'info, le coup de force des migrants à Paris. Une cinquantaine d'entre eux, en majorité érythréens et soudanais, ont bloqué l'accès à leur centre d'hébergement à l'est de la capitale pour dénoncer leurs conditions d'accueil. Sophie Guignon nous en dit plus. Ces migrants viennent pour la plupart d'Érythrée ou du Soudan. Ils sont dans ce centre depuis 2 mois, date de l'évacuation de plusieurs campements dans la capitale. Ils dénoncent des conditions d'accueil proches de la détention et l'absence de suivi dans leurs démarches administratives. Un suivi pourtant promis lors de leur évacuation forcée. Nous avons fermé les intérêts des centres. Nous voulons notre droit. Ils nous avaient dit les France pays des droits. Où est les droits? On n'a pas eu notre droit. Un blocage payant. Jeudi, les migrants auront des rendez-vous individuels pour avancer dans leur démarche. De l'autre côté du périphérique parisien, dans le 19e arrondissement, les mêmes scènes. Ici, dans ce lycée hôtelier désaffecté, 200 migrants cohabitent depuis vendredi. Ici, il en arrive entre 10 et 20 par jour. Parce que, tout simplement, les gens ne veulent plus dormir à la rue.
c'est très compliqué, c'est des matelas mouillés, c'est des gens qui développent des infections, c'est plein de choses. C'est tout le phénomène des sans-abri, mais multiplié par 10 parce qu'il n'y a aucun service qui répond à leurs attentes. La mairie de Paris n'envisage pas l'expulsion des migrants dans l'immédiat, jusqu'à ce que le bâtiment soit reconverti en médiathèque. Depuis juin, 1300 places d'hébergement d'urgence ont été créées dans la capitale. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, frappé par des inondations meurtrières, le Myanmar demande l'aide de la communauté internationale. Depuis près d'une semaine, des pluies diluviennes s'abattent sur le nord et l'ouest du pays, provoquant des glissements de terrain. Au moins 46 personnes ont péri, un désastre naturel majeur selon les Nations Unies. En Inde, la mousson a fait au moins 75 morts. Et toujours en Inde, vous le voyez, au moins 27 morts dans le déraillement de 2 trains dans le centre du pays. Des déraillements provoqués par la crue d'une rivière. Le réseau ferroviaire indien est régulièrement frappé par des accidents très meurtriers. Les trains sont souvent saturés et les infrastructures dépassées et en mauvais état. 70 ans après la bombe atomique, Hiroshima se souvient du 6 août 1945, lorsque la bombe à uranium Little Boy frappe la cité nippone. Et cette première attaque nucléaire de l'histoire a fait, selon les estimations, 140 000 morts. Et 7 décennies plus tard, les cicatrices de l'horreur nucléaire restent visibles. Une douleur qu'elle partage avec Nagasaki, frappée à son tour 3 jours plus tard, le 9 août 1945. La Russie veut gagner la bataille de l'Arctique 15 ans après une première tentative. Moscou revendique encore la souveraineté sur une partie du territoire. La région recèle de vastes réserves d'hydrocarbures. Olivier Boulanc. Un territoire grand comme 2 fois la France. C'est ce que revendique la Russie devant les Nations Unies. Et pour cause, la zone appelée la dorsale de Lomonosov abriterait selon Moscou un trésor, l'équivalent de 586 milliards de barils de pétrole, soit 2 fois plus que les réserves de l'Arabie Saoudite. Une manne que les Russes aimeraient exploiter. Pour ce militant écologiste, il faut au contraire protéger la zone. J'espère que la demande russe ne sera pas examinée, mais que la création d'une réserve naturelle autour du pôle Nord sera évoquée. Ce serait une excellente décision qui ferait jurisprudence pour les pays de l'Arctique, mais aussi pour tous les autres. L'Arctique est un territoire qui suscite beaucoup d'intérêt et que se disputent les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark. Le pouvoir russe a décidé d'en faire une priorité. Vladimir Poutine a établi une commission chargée de développer les projets économiques dans la région. Il a également modifié sa politique de défense. Il compte désormais mettre l'accent sur la flotte navale qui patrouille dans la zone. La Russie avait déjà réclamé une extension de son territoire en 2001, demande qui avait été rejetée par l'ONU. Au Texas, l'Américain East Padgett s'est lancé le défi d'occuper 50 emplois différents dans les 50 États des États-Unis. Avec son épouse et grâce à des sponsors, il a parcouru le pays dans un van à la rencontre de tous ces Américains qui vivent en travaillant au lance-pierre. Inès Olagaray nous raconte la suite. Figurant dans le Maryland, homme de ménage en Californie, ranger en Alaska. En tout, East Padgett a testé 50 emplois différents, un dans chaque état du pays. Il y a plus d'1 an, ce couple décide de se lancer dans une lune de miel hors du commun. Tout juste mariés, ils sautent dans une caravane, direction le Nouveau-Mexique, la première étape de leur périple à travers les États-Unis. Avec à chaque fois le même objectif pour ce jeune homme de 24 ans, trouver un emploi d'une journée. Ici à Albuquerque, East Padgett est embauché comme professeur de karaté. J'ai toujours eu du mal à aller au bout d'un projet. J'ai voulu monter une entreprise et je ne l'ai jamais fait. Et puis j'ai voulu écrire un livre que je n'ai jamais terminé. Cette fois-ci, pas question d'abandonner, même quand les refus se succèdent. Il est 9h23 et on m'a déjà dit non 4 fois. Alors ? D'un état à un autre, le couple est confronté à différentes réalités du monde du travail. L'homme que j'ai aidé dans cette ferme se levait à 3 heures du matin. Il nourrissait ses cochons, puis il allait traire ses vaches. Les gens de notre âge n'imaginent pas vraiment qu'on puisse encore travailler comme ça de nos jours. Après 13 mois de voyage, Alyssa et East Padgett sont arrivés au bout de leur aventure, avec le sentiment que tout est possible. Fin de ce journal, le rappel des titres. Nouvelle séance du Conseil des ministres, nouvel échec. Aucune percée significative n'a été enregistrée, surtout dans les dossiers des nominations sécuritaires et des déchets. Réunion mensuelle des évêques maronites, les prélats mettent en garde contre une chute de la République alors que le pays est sans président depuis plus de 14 mois. C'est une première en Israël, un extrémiste juif placé en détention administrative pour 6 mois sans inculpation ni jugement à la suite de l'affaire du bébé palestinien brûlé vif.
Et la Russie veut gagner la bataille de l'Arctique 15 ans après une première tentative. Moscou revendique encore la souveraineté sur ce territoire qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain.